Frédéric et Valentine, les années SIDA, prologue. Été 2025. Valentine et Sarah étaient arrivées au hameau de l'Écho, leur lieu préféré au-dessus du village de Bonneval-sur-Arc, où la famille Hacheret séjournait régulièrement. La grand-mère et sa petite-fille appréciaient ces moments passés ensemble à randonner en montagne. À 67 ans, Valentine était encore très alerte et ne tenait pas en place. Généralement, son mari, Frédéric, l'accompagnait dans ses longues balades en montagne. Sarah avait débarqué au chalet la veille pour leur faire une surprise. Son grand-père savait que sa femme ne serait pas seule pour sa randonnée. Il profita donc de sa présence pour rester au calme afin de finir de rédiger un article qu'il avait promis au rédacteur de l'International Journal of Infectious Diseases. Il avait pris sa retraite 3 ans auparavant, juste avant ses 68 ans et quelques mois après Valentine. Ils étaient bien décidés à profiter l'un de l'autre pendant les années qu'il leur restait à passer ensemble. Tous deux s'étaient réjouis lorsque Sarah était entrée en fac de médecine. Elle en parlait depuis son plus jeune âge, et ils s'étaient dit qu'elle aurait le temps de changer 10 fois d'avis. Mais elle avait maintenu le cap. La jeune fille venait de terminer sa seconde année, à seulement 19 ans. Pour l'instant, si elle savait qu'elle voulait être médecin, elle n'avait pas encore choisi une spécialité particulière. Au cours des derniers mois, elle avait évoqué la chirurgie orthopédique, la neurochirurgie, la gynécologie obstétrique, l'ORL, la réanimation et même les urgences en milieu difficile comme le secours en montagne. Bref, la liste s'allongeait au fur et à mesure des stages. Si le parcours de ses grands-parents maternels, intégralement liés à l'hôpital public, l'avait intéressée depuis toute gamine, ceci avait aussi influencé ses goûts musicaux, du moins en partie. La musique des années 80-90 était depuis quelque temps redevenue à la mode, et elle avait redécouvert le groupe Queen, qu'adoraient ses grands-parents et son oncle Julien, le frère de sa mère Mélanie. « Mamie, dit-elle soudain, tu as vu le film Bohemian Rhapsody ?»« Oui, bien sûr, chérie. Et Rami Malek, l'acteur qui interprète Freddie, est vraiment formidable. Toutefois, le portrait de Freddie est très romancé et quelque peu inexact. Je m'en suis rendu compte, et j'ai creusé un peu plus sur Freddie. J'ai d'ailleurs aussi visionné le concert The Freddie Mercury Tribute du 20 avril 1992, après le décès de Freddie Mercury. Je savais qu'il était mort du sida, mais j'ignorais qu'il l'avait caché jusqu'à la veille de sa mort. Rien d'étonnant. À l'époque, et même encore aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le sida était une maladie honteuse. Les patients étaient stigmatisés. Quand la maladie était identifiée, elle était appelée la maladie des 4 H, pour homo, héroïnomane, haïtien et hémophile. Au départ, c'était même les 3 H, car la question des héroïnomanes est arrivée ultérieurement. Quoi qu'il en soit, c'étaient des groupes particuliers qui étaient atteints. C'est ce que les médias divulguaient à l'époque, donc il y a eu dès le départ un déni de la réalité de ce qui était une véritable épidémie. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au quotidien, on fait comme si le sida n'existait pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça, mamie ? Eh bien toi, par exemple, connais-tu bien les modes de transmission du virus ? Je crois. Par voie sanguine, quand il y a un contact important avec du sang contaminé, lors du partage de seringues pour les toxicos ou en cas d'accident d'exposition au sang pour les soignants. Aussi lors de rapports sexuels non protégés, s'il y a pénétration vaginale, anale ou buccale. La transmission de la mère à l'enfant, quand la mère séropositive n'est pas traitée, et par la salive aussi. Non, pas par la salive. Ah bon ? Le virus ne se transmet pas en s'embrassant, en buvant dans le même verre d'eau qu'une personne vivant avec le VIH, ni par simple contact avec sa transpiration, comme certains l'ont dit à l'époque. Pourtant, selon un sondage réalisé en 2023, près de 17% des 15-24 ans le pensent. C'est inquiétant, d'autant que ces idées reçues existent aussi chez les moins jeunes, ceux de la génération SIDA. Pire, 1 jeune sur 2 ne sait même pas où aller se faire dépister.
Et pourtant, la maladie est connue depuis 40 ans. La plupart des gens ignorent même que les traitements antirétroviraux à doses efficaces empêchent le virus de se répliquer et le rendent indétectable dans le sang, empêchant aussi la transmission. C'est vrai qu'en stage, on nous en parle peu, du moins là où je suis allée. Beaucoup de soignants se sont appropriés les précautions standards pour éviter les AES, mais ont oublié à quelle époque et pourquoi elles ont été mises en place. Et ça a mis du temps. Combien de temps ? Eh bien, les premiers cas de sida sont apparus en France en 1981 et la circulaire relative aux précautions standards en prévention des AES date de 1998. Heureusement, les protocoles ont été établis bien avant dans les établissements, mais sans texte officiel, beaucoup de soignants continuaient à piquer sans gants. Cela montre la lenteur de la communauté médicale et des gouvernements à reconnaître le problème, qui tranche singulièrement avec la rapidité de mise en place des mesures, les recherches et la mise au point d'un vaccin contre la Covid-19. C'est vrai que pour le SARS-CoV-2, ça a été très vite. Et pourtant, le sida, c'est près de 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, dont plus d'1 million infectés et plus de 600 000 décédés de maladies opportunistes liées au sida chaque année. Pour le sida, le nombre de morts est estimé à 35 millions depuis les années 80, pour 76 millions de personnes contaminées. Le nombre de morts annuels a été divisé par 2 depuis 2005. Il y a du progrès, mais ce n'est pas encore suffisant. La Covid, c'est 7 millions de morts entre 2020 et 2023. Mais nous ne sommes plus en alerte. En peu de temps, la Covid a fait beaucoup plus de morts. Certes, mais il y a maintenant un vaccin. Ce n'est pas le cas du sida. Il n'existe pas encore de vaccin ou de médicament guérissant le sida, et les personnes séropositives doivent suivre un traitement par antirétroviraux tout au long de leur vie pour empêcher le développement du virus. Et ces traitements sont coûteux et entraînent des effets secondaires. Mais ils ont quand même révolutionné l'état de santé des personnes séropositives et allongé leur espérance de vie. Avant ces traitements, c'était l'épée de Damoclès suspendue au-dessus des têtes des personnes séropositives, 10 à 15 ans maximum pour que la maladie se déclare, et dès qu'elle était là, la mort assurée. Avec ton grand-père, nous avons vécu cette époque, et crois-moi, c'est impossible de l'oublier. Et si tu veux voir un film qui évoque ces années-là, je te recommande de regarder Philadelphia, qui met l'accent sur la discrimination envers les patients atteints de sida à l'époque. On y voit aussi très bien la transformation du patient au fil de la maladie. Il y a aussi 120 battements par minute sur les actions des militants d'ACT UP, beaucoup plus violents que Philadelphia, très cru aussi, mais très réaliste, car il reconstitue cette période dont on avait presque occulté l'horreur, celle d'une génération sacrifiée avec la stigmatisation, la peur, le rejet, la souffrance et bien évidemment la mort. La série britannique It's a Sin, plus récente, a aussi abordé le sujet, en relatant la vie de 5 jeunes, pour la plupart gays, installés à Londres au début des années 80, et les bouleversements que va amener le sida. On y voit clairement le déni de la maladie, les idées fausses, puis la peur, qui génère des comportements de rejet parfois violents. J'ai beaucoup aimé personnellement Si près de l'horizon, un film allemand de 2019, qui, à travers une histoire d'amour qui bien entendu finit mal, évoque lui aussi entre autres l'intolérance vis-à-vis des personnes séropositives, souvent assimilées soit à des homos, soit à des toxicos. Le film ne fait d'ailleurs qu'effleurer ce que le livre raconte en réalité avec beaucoup plus de détails. J'aimerais bien que tu me racontes ces années-là et surtout ta rencontre avec papy. Si tu veux, les débuts de notre histoire d'amour sont très liés au sida, mais il faudra aussi que tu demandes à papy comment lui l'a vécu, même si nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre. Je revenais juste des États-Unis lorsque, pendant l'été 1981, on a commencé à parler d'une mystérieuse maladie qui faisait des morts dans la communauté homosexuelle, suite à des pneumonies à pneumocystis ou des sarcomes de Kaposi, 2 pathologies rares à l'époque. Personne n'en parlait encore en France. J'en avais eu connaissance grâce à Justin et Kathleen, les 2 médecins, chez lesquels j'avais vécu pendant 1 an et qui sont restés des amis jusqu'à leur décès. La première fois qu'elle a été évoquée en France, ce n'est qu'en mars 1982, à la télévision, dans le journal de Christine O'Krent. On ne parlait pas encore du sida, mais d'un virus inconnu
qui se propageait dans la communauté homosexuelle, surtout à New York. Seulement en 1982, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça se serait répandu comme une traînée de poudre. Peut-être. La journaliste parlait de cancer homosexuel à cause du développement du sarcome de Kaposi, dont il y avait 220 cas, dont 91 mortels essentiellement chez les gays. À l'époque, toutes les hypothèses étaient possibles. Un virus qui affaiblirait la résistance de l'organisme, mais dont la multiplicité des contacts dans la communauté gay favoriserait la transmission, l'usage des drogues, et notamment les poppers, la vie sexuelle très intense. Les médecins étaient à la fois inquiets et passionnés. S'ils parvenaient à comprendre pourquoi le Kaposi proliférait d'un seul coup, peut-être pourraient-ils mieux comprendre le système immunologique et la nature de ce cancer rare. Ils ont vraiment commencé à s'y intéresser à ce moment-là? Certains, oui, mais beaucoup ne voyaient dans le sida qu'une maladie de marginaux. Car si on sait maintenant que cette maladie peut toucher n'importe qui, ce qu'on entendait à l'époque, c'est qu'il se diffusait préférentiellement dans certains groupes à travers des pratiques spécifiques. Chez les homosexuels masculins, du fait d'une transmission du VIH favorisée par des pratiques de pénétration anale, et chez les usagers de drogue par voie intraveineuse, à travers le partage de seringues. Il a été démontré ensuite qu'une transmission hétérosexuelle se développait simultanément sur le continent africain. Mais elle a été très sous-estimée dans les pays occidentaux. De ce fait, les femmes ont été peu ciblées par la prévention, à l'exception des mères dans le cadre de la transmission mère-enfant et des prostituées. Ce qui est sûr, c'est que les homosexuels sont restés très longtemps les boucs émissaires. Ce n'est pas un hasard si le sida s'est d'abord appelé Gay-Related Immunodeficiency Disease, le GRID. Ils étaient les responsables, tout désignés. Et Papy, il a commencé à s'y intéresser quand? Dès le début. Il était chef de clinique à Bichat et était en contact avec Rosenbaum et Lebovitch, deux des découvreurs du virus. En 1982, il est parti 1 an aux USA, à Baltimore, pour travailler avec Robert Gallo qui étudiait les rétrovirus. C'est lui qui avait identifié le premier rétrovirus chez l'homme, le Human T-Cell Leukemia Virus, ou HTLV, en 1974. Gallo avait aussi développé certaines connaissances scientifiques ayant contribué à l'émergence de la découverte du virus par l'équipe de Montagnier, tout comme il avait été le premier à cultiver le virus dans une lignée cellulaire immortelle, ce qui a conduit à la mise au point de tests sanguins pour le VIH et a donné la capacité de dépister la présence de ce virus pour les dons de sang. En outre, les travaux de Montagnier se sont fondés sur une technique déjà mise au point par Gallo pour la culture des lymphocytes T en laboratoire en présence d'interleukine 2. Mais il te raconterait cette période mieux que moi. Quand vous êtes-vous rencontrés la première fois? Valentine fit une brève pause et regarda dans le lointain. Elle semblait rêveuse soudain. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle se revoyait un après-midi de décembre 1984. Sarah la regarda intriguée. Il lui sembla que sa grand-mère avait des étoiles dans les yeux. « Mamie, tu as l'air partie très loin. À quoi penses-tu » ? « Au jour où j'ai rencontré l'amour de ma vie, ton grand-père, chérie. » »« Raconte. » Valentine, les yeux brillants, se mit à raconter.